Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de l'émission qui sera consacrée aux révolutions urbaines à l'époque hellénistique en prenant l'exemple de Sparte dans la seconde moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors en effet, dans l'enseignement secondaire, on vous parle longuement de la société, des institutions spartiates entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère, en les comparant habituellement avec le système démocratique athénien. On oublie que Sparte a continué évidemment à subsister à l'époque hellénistique, et que cette cité a continué, malgré son déclin, à avoir un destin propre après la mort d'Alexandre le Grand. Le cas de Sparte est en effet le mieux connu en ce qui concerne les révolutions du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le mieux connu parce qu'il part d'une initiative royale et qu'à ce titre, pour les 2 premiers temps, il a retenu l'attention de Plutarque dans les vies d'Agis IV et de Cléomène III. Je rappelle qu'à Sparte, il y avait 2 dynasties parallèles de rois. Et Agis, évidemment, faisait bien entendu partie de la dynastie des Agides, qui est cette vieille dynastie qui remonte à l'époque archaïque. Mais parce que le cas de Sparte fut l'œuvre de réformateurs qu'animait une inspiration philosophique, il nous est présenté comme un effort de retour à la pureté des mœurs primitives. Avec Agis et Cléomène, les révolutions sont sublimées sous la plume de Plutarque, c'est-à-dire de Philarque, sa source. Agis et Cléomène sont les seuls réformateurs qui ne soient pas représentés comme des tyrans ou des insurgés. Car en général, la tradition historique grecque, dans Polybe, donc cet historien grec arrivé au IIe siècle avant Jésus-Christ, au moment des grandes conquêtes de la Méditerranée, qui va écrire une histoire universelle, en fait une histoire de la conquête de la Méditerranée par Rome, et dans les sources de Diodore, autre source importante, bien entendu. Donc cette tradition historique grecque est hostile aux révolutions. Elle exprime le point de vue des citoyens bien nantis. Nous n'avons pas conservé d'historiens grecs qui défendent le point de vue des pauvres, abandonnés aux épigrammatistes, et les termes qui désignent les revendications de ceux-ci sont tous péjoratifs et suggèrent le désordre. Alors nous suivrons Plutarque, comment faire autrement, pour Agis et Cléomène, en ne perdant pas de vue cependant la coloration philosophique et quasi hagiographique de son récit. Après la guerre du Péloponnèse, Sparte a accumulé l'or et l'argent. Dans un état presque exclusivement agraire, comme l'était Sparte, cette richesse ne peut être que thésaurisée ou s'investir en dépenses de luxe ou encore en terre. L'antique simplicité spartiate fait place à un goût des plaisirs que Plutarque, après Philarque, condamne, alors que la splendeur d'Athènes est toujours louée comme la preuve de la légitimité de son impérialisme. L'inaliénabilité du cléros, c'est-à-dire de la terre, ayant été levée par une loi qu'avait proposée l'Éphore Epitadéus, donc je rappelle qu'un Éphore, c'est un des 5 surveillants, en fait, un des 4 véritables dirigeants, gouvernants de Sparte, ceux qui possèdent de l'argent se constituent aussitôt de vastes domaines et ainsi s'installent, avec la pauvreté des uns et la richesse des autres, une grave inégalité de la répartition des terres et un malaise
qui fait naître la haine entre les deux clans. Aristote, dans sa politique, signale ce phénomène et note en outre qu'une bonne partie de la richesse des terres est aux mains des femmes. En 371, le désastre de Leuctre avait révélé l'affaiblissement tant moral que démographique de Sparte. La perte de la Messénie qui suivit ce désastre appauvrit considérablement la cité. Les guerres et une dénatalité peut-être voulue réduisirent peu à peu le corps politique. Au milieu du IIIe siècle, il ne restait plus que 700 Spartiates, dont 100 seulement avaient gardé leur cléros. Et c'était en outre constitué de vastes patrimoines fonciers. Ceux qui étaient trop pauvres pour payer leur quote-part aux Syssities perdirent ainsi le droit d'exercer leurs prérogatives de citoyens. Sparte était exposée sans défense aux attaques de ses voisins. C'est dans ces circonstances que le jeune roi Agis III, qui avait 20 ans vers 244, entreprend à la fois de restaurer l'antique égalité du temps de Lycurgue, de ce législateur légendaire de Sparte, et d'étoffer le corps politique amenuisé. Les jeunes le suivirent et en retour à la discipline d'antan suscite l'enthousiasme. Agis et sa famille, qui étaient riches, outre ses terres, Agis possédait 600 talents, ce qui est considérable, hein, abandonnent leurs biens en vue d'une répartition équitable. S'étant assuré le concours de l'effort Lysandre, Agis propose à la Gérousie. La Gérousie, c'est donc l'équivalent de l'Aréopage, c'est les Athéniens, donc c'est le gouvernement, le Sénat, si vous voulez, à Sparte, composé de vieillards. Donc Agis propose à la Gérousie les mesures que voici. Remise des dettes, redistribution des terres de manière à constituer, dans les limites du territoire spartiate, 4500 cléroi. Cléroi étant donc le pluriel, vous l'avez compris, de cléros. Et à l'extérieur de ces limites, 15 000. Les 4500 cléroi de l'intérieur seront attribués aux Spartiates. On fera donc 4500 Spartiates en ajoutant aux anciens citoyens des périèques et des étrangers qui auront reçu une éducation libérale, seront vigoureux et dans la force de l'âge. Les 15 000 cléroi de l'extérieur seront attribués à ceux des périèques capables de porter les armes. Je rappelle ce que sont les périèques. Pardon. Les périèques, ce sont donc ces populations qui vivent dans des villages, dans des sortes d'états tampons, si vous voulez, autour de Sparte. Périèque vient du mot péri, qui veut dire autour, et eikos qui veut dire la maison. Donc à ne pas confondre avec les fameux métèques, les étrangers à Athènes. La Gérousie tergiverse. Le peuple est plein d'espoir. Les efforts, donc le gouvernement, sont hostiles au projet. L'entourage d'Agis intrigue et défend mal, faute de réel désintéressement, la pensée du jeune roi. Le collègue d'Agis à la royauté, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 dynasties parallèles à Sparte, donc le collègue d'Agis, Léonidas II, prend le parti des possédants, mais doit s'exiler à Thégée. La lutte, toujours latente entre la royauté et les forats, qui entend la chaperonner, envenime les choses. Agis destitue les efforts et en nomme 2 nouveaux, dont son oncle Agésilas, son mauvais génie au dire de Plutarque. Un problème technique se pose à Agis. Beaucoup de terres à redistribuer sont grevées d'hypothèques. Le prêt hypothécaire était le seul investissement possible à Sparte, où il n'y avait guère de commerce. Il faut donc d'abord abolir les créances hypothécaires, ce qu'approuvent évidemment les possesseurs endettés. Les reconnaissances de dettes sont brûlées sur l'agora, donc sur la place publique. Après quoi,
les propriétaires endettés, favorables à cette réforme-là, refusent la suite, c'est-à-dire le partage des terres, et trouvent un appui auprès du roi Léonidas. Les pauvres réclament le partage des terres qu'on leur a fait espérer. Agésilas fait traîner les choses et la réforme s'arrête là. Trop d'intérêts se liguant contre elle. Agésilas et ses partisans profitent d'une menace des Étoliens pour envoyer Agis contre ceux-ci hors de Sparte. C'est en tout cas ce que nous relate Plutarque. Donc j'étais en train de vous expliquer que Agésilas et ses partisans profitent d'une menace des Étoliens pour envoyer Agis contre ceux-ci hors de Sparte. La discipline de sa troupe de jeunes gens fait l'admiration des villes qu'elle traverse, mais l'expédition tourne court. Agis rentre à Sparte et est assassiné. Si on la décape de ce qu'elle a d'édifiant, l'histoire d'Agis montre une réforme inspirée par le désir de retourner à la simplicité originelle, aspiration qui remonte au moins à la République de Platon. Agis veut être un nouveau Lycurgue. Il vit le mirage spartiate. Cette valeur accordée au passé est le corollaire de la conscience qu'on a d'une décadence. La simplicité heureuse et vertueuse qu'on attribue au temps des origines se confirme par le thème du bon sauvage que propageait au IIIe siècle avant Jésus-Christ l'ethnographie et que les cyniques exprimaient en choquant. Mais sont-ce vraiment les pauvres qui veulent ce retour à l'austérité et à la nature, ce rêve de riches? Il y a dans l'action d'Agis un malentendu fondamental. Le pauvre ne veut pas l'austérité, il en est saturé. Il veut être plus riche et accéder ainsi à une vie plus facile. Il aimerait aussi, comme Cercidas, voir le riche humilié pour se venger. Le réformateur riche lui-même veut sacrifier sa richesse et celle des autres à un chimérique idéal d'égalité dans l'austérité. Le temps ne lui fut pas donné. Le partage des terres n'eut pas lieu. Réalisée, la réforme aurait-elle résolu les problèmes de Sparte, qui sont des problèmes de survie? D'autres cités trop petites pour se défendre, ce qui était devenu le cas de Sparte, ont survécu tant bien que mal par le synécisme, c'est-à-dire la création d'une fédération de cités. Agis puis Cléomène ont choisi le recrutement de nouveaux citoyens, la politographie. Mais partage des terres et effacement des dettes ne sont pas un remède à l'affaiblissement d'une cité, s'ils ne répondent pas à des faits nouveaux dans l'ordre économique. À Athènes, sous Solon, si la remise des dettes et le démantèlement des patrimoines des grandes familles furent des opérations réussies, c'est qu'elles coïncidèrent avec l'avènement, qu'elles hâtèrent, d'une économie commerciale et industrielle que Solon, d'ailleurs, s'attacha à promouvoir. Cela permit aux riches, dépossédés, de se refaire une fortune, aux pauvres d'échapper, s'ils le voulaient, à la misère des champs. À Sparte, au contraire, l'idéal n'est point de se vouer au commerce, même si Aréus, au début du IIIe siècle, touché par le modèle du roi hellénistique, frappe monnaie au type d'Alexandre, car il s'agit là surtout d'un instrument de paiement des mercenaires. Sous Agis, on ne cherche pas à produire plus, mais à survivre. Dans une autarcie égalitaire, et à être assez nombreux pour se défendre. Le partage des terres, dans ces conditions, ne susciterait pas de développement économique. Le cas de Sparte est-il isolé, soumis au poids de son passé? On ne peut le croire, car maintes villes ont cherché dans la remise des dettes et le partage des terres la voie vers la concorde et le salut. Tite-Live exprime l'ampleur de ce mouvement lorsqu'il appelle ces mesures les deux torches incendiaires dont tous les révolutionnaires arment le peuple contre l'aristocratie.
Mais ces solutions ne créent pas de la richesse. Pour en créer, il aurait fallu trouver des possibilités de commerce et valoriser ainsi un travail artisanal alimentant des échanges. L'échec général des révolutions dans les villes grecques à l'époque hellénistique prouve à lui seul, en l'absence de données quantitatives, que l'économie n'était guère commerciale dans les petites villes et que subsistait la peur de la famine et l'idéal d'autarcie. Aussi, ne nous étonnerons-nous pas de l'échec de Cléomène III. Succédant tout jeune à Agis, dont il était le neveu, il n'avait, dit Plutarque, ni sa prudence, ni sa douceur. Il fut poussé à la fois par la veuve d'Agis, qu'il avait épousée, et par son conseiller, le stoïcien Sphairos de Borysthène, à restaurer, lui aussi, l'antique discipline spartiate en même temps que l'égalité. Fils du roi Léonidas, qui avait été associé à Agis IV, il renia la politique paternelle qui s'appuyait sur les riches. Ceux-ci étaient retournés à leur insouciance et la masse était fatiguée de sa pauvreté. Or, précisément,